Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Bien sûr, car il faut se perdre pour trouver ce qui est introuvable. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Je veux apprendre tout sur tout. Voilà ce qui va se passer. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pilule Rouge, l'émission dans laquelle on parcourt le pays imaginaire de la science-fiction pour en explorer le côté scientifique. Dans cette émission, on s'intéresse à une notion développée dans vos œuvres de science-fiction préférées et on essaie de confronter ces idées à la réalité et à notre société actuelle. Aujourd'hui, on quitte la Terre direction la lointaine planète Pandora. Sur Pandora, il y a les Na'vi, des extraterrestres bleus humanoïdes qui vivent en harmonie avec leur environnement. Ce bel équilibre va en prendre un sacré coup lorsque les humains débarquent avec leurs gros vaisseaux et leurs gros fusils pour coloniser la planète et récupérer un maximum de ressources. Bien évidemment, toute ressemblance avec l'histoire de notre civilisation est purement fortuite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on vous parle du monde d'Avatar et on va surtout s'intéresser aux océans de Pandora. On ne peut vous laisser apporter votre guerre ici. Des parias, c'est tout ce qu'ils voient. Je te vois. La voie de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. Pour explorer le monde marin dans Avatar, j'ai le plaisir de recevoir Perrine Gégous, étudiante en master sciences de la mer à Sorbonne Université. Bienvenue Perrine, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah parfait. Ravi d'évoquer les océans de Pandora avec toi. Ouais. Alors je commence par la question traditionnelle en début d'émission. C'est quoi ton rapport à la science-fiction ? Est-ce que t'en consommes ? Moi, j'ai été une grande consommatrice de science-fiction quand j'étais un peu plus jeune. Je lisais plus que je ne regardais des films ou des séries, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai juste plus le temps. Mais okay. Et tu lisais quoi, par exemple ? Plein de romans. Je sais pas si c'est vraiment catégorisé comme de la science-fiction. Je crois que si, mais tous les labyrinthes, les Hunger Games, ça, j'ai été très friande et ouais. Ok, je vois, oui, c'est vraiment la catégorie dystopie. Ouais. Projection dans le futur, oui, c'est complètement dans la science-fiction. Avec plus de 4 milliards de dollars au box-office cumulé pour les 2 volets sortis jusqu'à maintenant, tout le monde connaît Avatar en vrai. Mais pour celles et ceux qui connaîtraient pas l'histoire, je vais juste faire un petit résumé. Donc comme je l'ai dit, les humains, ils souhaitent coloniser la planète Pandora afin de récolter des ressources. Pour cela, ils créent le programme Avatar grâce à une technologie capable de transférer la conscience humaine dans le corps d'un Na'vi, l'espèce extraterrestre humanoïde qui habite la planète. Jake Sully, un soldat paraplégique, est envoyé en mission via le programme Avatar et rentre en contact avec une tribu Na'vi, les Omaticaya. Il y rencontre notamment Neytiri, qui deviendra plus tard sa femme. Après un certain nombre de péripéties, il se retourne contre les humains et devient le leader de la rébellion Na'vi, chasse les humains de Pandora et finit même par transférer définitivement sa conscience dans son avatar, à la fin du premier film. Dans le deuxième volet, intitulé La Voie de l'eau, Jake, Neytiri et leurs enfants voient les humains revenir, ce qui les contraint à se réfugier chez les Metkayina, un autre peuple Na'vi, le peuple de l'eau. À leur côté, ils mènent une fois de plus la lutte contre les humains au prix de certains sacrifices que je ne vais pas révéler. On risque quand même de dévoiler un certain nombre d'éléments importants de l'histoire du deuxième film, donc vous êtes prévenus. La mer est autour de toi et en toi. La mer est ta maison. Avant ta naissance et après ta mort. Nos cœurs battent dans les entrailles du monde. Notre souffle brûle dans l'ombre des profondeurs. La mer donne et la mer prend. L'eau relie toutes choses. Alors,
avant de plonger au fond des mers de Pandora, je voulais qu'on commence par parler un peu d'environnement au sens large. Perrine, pourquoi est-ce que ce film il est aussi incontournable, et est-ce qu'il est incontournable pour parler d'environnement selon toi? J'utiliserai pas le terme incontournable, mais je pense que ouais, c'est un beau film pour parler d'environnement, par le fait que déjà on explore une grande variété d'écosystèmes différents. Et que c'est super beau. La qualité du film fait que moi quand le 2 est sorti, j'étais assez excitée d'aller le voir parce que bon bah milieu marin et j'ai pas été déçue au niveau des images et des c'était super. Et après il y a aussi un fort fond écolo, si je peux me permettre le terme, où on aborde l'exploitation des ressources par les humains. Et aussi la fragilité et l'équilibre des écosystèmes, et il y a dans le 1 par une des personnages, je me rappelle plus très bien de son nom, mais aussi dans le 2 des scientifiques, il y a une représentation scientifique, donc en vrai c'est cool. Bah du coup tu parlais d'écosystème, est-ce qu'on peut définir déjà ce que c'est un écosystème en vrai? Alors un écosystème, ça se caractérise par un biotope, donc c'est tous les paramètres abiotiques, des paramètres physiques et chimiques qui vont définir un peu le contexte. C'est-à-dire? Bah c'est vraiment l'environnement sans compter en fait le vivant, parce que le vivant c'est la biocénose, donc du coup le deuxième composé de l'écosystème, et ça va être tous les êtres vivants. Et ensuite, dans un écosystème, on retrouve aussi des interactions entre les espèces vivantes, et aussi donc les espèces vivantes entre elles, et aussi les espèces vivantes avec leur environnement, et des adaptations des espèces à leur environnement également. Dans Avatar, il y a une importance qui est mise sur l'équilibre de l'écosystème. Jake qui parle dans le premier et dans le deuxième de The Great Balance, le grand équilibre. Dans notre monde réel, comment se fait l'équilibre d'un écosystème? Comment ça marche? Alors l'équilibre d'un écosystème, c'est même moi après des années d'études en biologie, quelque chose que j'ai un peu de mal à définir, parce qu'en fait on peut pas vraiment parler d'équilibre. On va plus parler d'équilibre dynamique. Il y a jamais d'état statique en fait dans un écosystème, mais c'est toujours une question d'interaction, de cycle et de perturbation. Et donc c'est comme ça que va s'équilibrer un écosystème, c'est-à-dire que il va y avoir des successions de cycles qui vont être perturbés et de nouveaux cycles vont se mettre en place. Alors il y a des moments où l'écosystème est plus stable qu'à d'autres moments. Par exemple, juste après une perturbation, l'écosystème est plus trop stable. Qu'est-ce que les écosystèmes de Pandora ils ont de commun et de différent avec ceux de la Terre? Alors les écosystèmes de Pandora sont fortement inspirés des écosystèmes terrestres. Après, logique, on reste des humains et on retranscrit ce qu'on connaît. Donc, par exemple, dans ce qu'on va retrouver de commun avec les écosystèmes terrestres, il y a les paramètres abiotiques dont je parlais tout à l'heure, donc le contexte de l'écosystème, qui est relativement similaire, j'ai l'impression, par exemple, au niveau de la gravité, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment différente, bref, j'ai un peu analysé le truc, mais au niveau des mouvements, en tout cas, ça a l'air assez similaire à ce qu'il y a sur Terre. Les humains ont pas besoin de choses particulières pour évoluer, pour marcher sur la planète. Exactement, ouais. Et après, pareil, au niveau de l'air, ils doivent quand même porter des masques. Mais on a vu que les navis pouvaient respirer l'air que les humains respiraient. Oui, pendant un petit temps, je crois que c'est pendant plusieurs heures, ils peuvent respirer. Donc ils sont pas complètement adaptés à l'air terrestre, mais ils peuvent respirer plusieurs heures, contrairement aux humains qui doivent porter un masque. Et au niveau de l'eau, pareil, il y a plusieurs scènes dans Avatar 2 où il y a le garçon sauvage qui se retrouve dans la mer. Spider. Exactement, ouais. Et il se retrouve dans la mer et ça a pas l'air de le déranger plus que ça, donc apparemment c'est pas une mer acide où il aurait la peau qui commencerait à fondre. Donc à ce niveau-là c'est plutôt similaire. Après le fonctionnement des écosystèmes il y a aussi des interactions entre les espèces, donc ça c'est des choses qu'on retrouve sur Terre. Et au niveau des différences, donc il y en a aussi beaucoup, parce que effectivement c'est un univers de science-fiction, donc ils ont pu se permettre certaines libertés. Par exemple, moi, le truc qui m'a vraiment choqué, ça m'a pas choqué sur le moment, mais quand j'y ai réfléchi, c'est les îles flottantes dans Avatar 1. Je me suis demandé, surtout si on part du principe que la gravité est la même, je me suis demandé comment c'était possible. Et après, on va retrouver aussi beaucoup d'espèces fictives
qui sont quand même inspirés des espèces qu'on peut retrouver sur Terre, mais qui diffèrent en termes de visuel. Et après, il y a aussi cette espèce de connexion entre les êtres vivants de Pandora, entre eux, et aussi entre les êtres vivants et Pandora. J'ai l'impression, par exemple, quand ils se connectent à l'arbre de... L'arbre des âmes. L'arbre des âmes. L'arbre des âmes, c'est ça. Et quelque chose qu'on retrouve pas, il me semble, sur Terre, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Oui, c'était justement une de mes questions. C'est vrai que la particularité de Pandora, c'est que on a l'impression que tous les êtres vivants de la planète, ils sont connectés entre eux via un lien spirituel. Alors on voit que les navis, par la tresse qu'ils ont, qui permet de se connecter directement, comme une prise USB, à leur monture ou à d'autres animaux. Ce lien, c'est le fameux Eywa, c'est la divinité, l'espèce d'esprit de Pandora. Pour toi, de ce que tu connais, il n'y a pas ce genre de connexion qui existe dans notre nature, il y a rien qui peut être rapproché de ce lien sur Pandora. Moi, ce que j'avais compris, en tout cas, c'est que c'est vraiment une espèce de mémoire collective où quand ils vont se connecter entre eux, par exemple avec les Tulkun dans le 2, ou à l'Arbre des âmes dans le 1, ils peuvent partager des souvenirs, par exemple. Donc très concrètement, j'arrive pas trop à voir quelque chose de similaire. Après, si on creuse un peu et qu'on nuance, la première chose à laquelle j'avais pensé, c'était l'ADN. C'est le code génétique, c'est ce qui nous lie un petit peu à tous les êtres vivants, parce qu'on a tous une base similaire de ce code génétique. On peut aussi faire le parallèle avec ce qu'on appelle les insectes sociaux. Donc par exemple, les insectes et les abeilles, donc c'est ce qu'on appelle des insectes sociaux, ou plus précisément eusociaux. Et c'est des insectes qui vont avoir une organisation. Pour la catégorisation des insectes eusociaux, on a 3 critères. Il y a la division du travail, la parentalité partagée. Donc ça, c'est le fait que ce soit la reine qui ponde et que ce soit les ouvrières qui s'occupent des naissances. Et le chevauchement des générations. Et ouais, ça se fait... alors j'ai fait un peu de recherche, mais moi c'est vraiment pas mon domaine, donc ça je vais pas creuser beaucoup, mais en tout cas c'est une détermination épigénétique, donc c'est de la modification génétique d'individus qui à la base ont vraiment le même code génétique, enfin le même génome, à partir de signaux environnementaux et intrinsèques. D'accord. Et ça c'est peut-être ce qu'on a sur Terre qui pourrait se rapprocher le plus de ce qu'on voit sur Pandora, mais voilà, c'est ce genre de connexion on l'a pas sur la planète. Peut-être, ouais. Voilà. Et on peut faire l'hypothèse du coup que sur Pandora ils sont liés par leur ADN. Et que c'est juste un lien conscient où ils peuvent vraiment communiquer entre eux. Ouais, peut-être. Contrairement à nous, on peut pas, parce que là, pour les insectes eusociaux, c'est une même espèce où ils arrivent à communiquer même entre eux. Ouais, là, Pandora, la grosse différence, c'est que c'est interspécifique et, ouais. Et ça, pour le coup, on n'a pas sur Terre de communication J'ai pas l'impression. Je suis désolée. ou pas consciente, en tout cas. Voilà. On n'est pas là aussi que pour casser les rêves des personnes qui regardent Avatar. Mais il faut aussi dire les choses quand il y a des petites différences. En tout cas, moi, ce qui se rapproche le plus d'une connexion entre des espèces différentes sur Terre, c'est aussi la symbiose, et les symbioses, parce qu'il y a plusieurs formes de symbiose. Est-ce qu'on peut juste définir ce que c'est une symbiose et ses différentes formes ? Ouais. Alors, une symbiose, c'est une association interspécifique durable, donc c'est-à-dire entre deux espèces différentes, qui se fait sur plusieurs générations. C'est pas juste deux individus qui un jour vont décider de commencer à cohabiter. Et on va trouver 3 types de symbiose. Donc il y a le mutualisme, c'est quand les deux espèces sont gagnantes à l'association. Le commensalisme, quand l'une des espèces en tire profit et que l'autre espèce n'est ni avantagée ni désavantagée par la symbiose. Et le parasitisme, où l'une des espèces va être avantagée et l'autre espèce va être pour le coup désavantagée par cette symbiose. Et les symbioses, elles peuvent être obligatoires ou facultatives, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui ne peuvent pas vivre sans la symbiose qu'ils ont avec une autre espèce, et il y a des organismes qui peuvent vivre sans. Salut, c'est le Noé du montage. Suite à l'enregistrement, Perrine s'est rendu compte d'une erreur dans la réponse que vous venez d'entendre. Le mutualisme, c'est pas un cas particulier de symbiose, c'est l'inverse. La symbiose est un cas particulier de mutualisme. C'est une relation durable à bénéfice réciproque avec plusieurs critères. Cette association, elle est obligatoire pour au moins l'un des partenaires, il y a un fort degré d'association physique entre eux, et la taille de l'hôte, elle est souvent plus importante que celle du symbionte. Perrine parle aussi de commensalisme et de parasitisme, ce ne sont donc pas des symbioses, mais simplement d'autres formes d'interaction interespèces. Sur ce, bonne écoute.
T'as un exemple de symbiose, une forme ou l'autre, peut-être en biologie marine, qui est plus ton thème Bah par exemple, ouais, les coraux, c'est une symbiose Ok. entre une microalgue photosynthétique, donc toute petite algue unicellulaire, et un animal. D'accord. Donc le corail qui va construire la structure en gros, et les petites algues qui vont venir se loger dans la structure construite par le corail et qui vont réaliser la photosynthèse. Donc on a parlé de cette relation de communion que les navis ont avec leur nature. Comme on l'a dit, ils peuvent littéralement se connecter aux animaux et aux plantes. Donc ça c'est pour les navis. Et pour les humains, tu qualifierais comment toi la relation des humains, alors pas sur Pandora, mais sur notre planète, quelle est la relation des humains avec la nature, tu la qualifierais comment? La relation des humains à la nature, elle est très particulière, je pense, parce que on a perdu un peu on conscientise plus le fait que en fait ce qu'on appelle la nature avec un grand N, c'est l'écosystème dans lequel on vit et que on fait partie de cet écosystème, et il y a une forte tendance à se placer au-dessus aussi. Par exemple, quand on parle des animaux, on devrait parler des autres animaux. Et oui, effectivement, il y a une dualité qui, à mon avis, est dangereuse, parce que à trop se séparer de l'écosystème dans lequel on vit, et ben en fait il y a plus du tout de prise en compte de cet écosystème, et ça devient juste un paramètre de plus comme n'importe quel paramètre de notre société, alors que c'est vraiment fondamental à notre survie. Et oui, effectivement, il y a eu la citation que t'as citée plus tôt, de Jake qui explique aux navis que les humains, je vais le dire en anglais parce que je l'ai pas en français, mais they don't care about the great balance. Et Ils ça, n'ont rien à faire du grand équilibre. Ouais, c'est ça. Et que effectivement, c'est quelque chose où l'équilibre est pas, enfin, à partir du moment où il y a possibilité d'exploiter la ressource est exploitée. Et ça, c'est la grosse différence aussi entre les populations humaines et les populations navies dans Avatar, c'est que d'un côté, on a les humains avec leurs grosses machines qui sont là pour exploiter soit les ressources minières de Pandora, soit les Tulkun par exemple, on en parlera plus tard. VS, les navis qui vivent hyper en harmonie avec la nature, etc., de manière durable, entre gros guillemets. Et moi, ça m'a aussi fait me poser une question sur comment on place notre société, parce qu'en fait, les navis, ils sont un peu représentés comme les peuples chasseurs-cueilleurs du passé. Oui, oui. Et du coup, est-ce que on place nos modèles de société au-dessus de leur modèle de société, ou alors est-ce que c'est une comparaison tout à fait objective de deux modèles différents de société Dans le propos du film, j'ai l'impression que James Cameron tranche en faveur des navis quand même, Oui, vu la représentation des humains et du personnage principal des humains. En tout cas l'antagoniste principal du premier et du deuxième film, ça fait pas trop de doute sur ce qu'ils pensent des humains et leur façon d'appréhender la nature. Il y a beaucoup de gens qui ont comment dire, une forme de connexion avec la nature par avoir grandi à la campagne, avoir passé beaucoup de temps en plein air. Mais finalement, il y a assez peu de gens sur l'échelle de la planète qui ont une connexion avec les fonds marins. Est-ce que cette problématique de déconnexion au vivant, elle est encore plus importante vis-à-vis de la mer ou pas? Je pense que oui, parce que l'océan, c'est un milieu qu'on connaît très peu. Effectivement, quand on connaît pas, c'est plus difficile de sensibiliser, en tout cas, les gens à des choses qu'ils ne voient pas, premièrement. Mais après, il y a aussi des manières de sensibiliser à la protection des océans, et je pense que c'est pas perdu, ça demande juste, faut redoubler d'efforts. Eh ben justement, on t'a surtout invité pour discuter de biologie marine. Donc maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on voit dans le deuxième film qui s'appelle donc La Voie de l'eau. On va se pencher ensemble sur la faune marine de Pandora après un petit extrait du film. Perrine, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on voit dans les différentes scènes de plongée sous-marine dans le deuxième film? Qu'est-ce qui t'a marqué, intéressé, toi, dans la faune et la flore marine de Pandora? Alors, dans le deuxième film Avatar, j'ai été super contente. À partir du moment où ils ont plongé sous l'eau, et c'était pour ça que j'étais allée. J'ai vu alors il y a plein de formes de faune et de flore qu'on peut relier à des choses qu'on voit sur Terre. Encore une fois, ça s'en est fortement inspiré. Et j'ai trouvé également un site qui recense la faune et la flore de Pandora, donc ça s'appelle Pandorapédia,
Et du coup, j'ai pu me pencher un peu plus sur la faune et la flore marine de Pandora et leur biologie. Donc on retrouve beaucoup de poissons, notamment qui sont inspirés de poissons terrestres, enfin poissons terrestres, haha, de poissons qu'on retrouve sur Terre. Je connais pas de poissons terrestres personnellement. Et moi si, je t'en parle juste après. Oh. Donc par exemple, il y a le rock big fish et qui s'inspire fortement du poisson perroquet, donc avec un bec puissant qui va pouvoir aller croquer, enfin sur Terre notamment des coraux, sur Pandora. Probablement des trucs durs aussi, je sais pas. Il y a l'octofin fish qui est globalement une réplique du poisson volant. On a la Sagittaria qui est une réplique du nautile. On a le Curious crab qui est une réplique de la limule, et le turtapède qui est un peu un ornithorynque tortanque. Il est vraiment cool. Et du coup, il y a aussi, on peut voir des organismes, alors sur le site en tout cas j'ai vu des organismes desquels la biologie était un peu développée, et du coup ils ont vraiment fait l'effort de rechercher des fonctions biologiques et des adaptations, donc ça c'était vraiment cool à regarder. Bah par exemple il y a une symbiose entre le Sagittaria, donc le nautile, et un crabe qu'ils appellent le reef tick. Après on a les skim wings, donc c'est il me semble les grands poissons sur lesquels naviguent les navis. Alors est-ce que c'est celui qui a les ailes? Ouais. Ok, ça j'ai vu qu'il s'appelait le tsurak. Ah, peut-être que c'est le nom en navi. Ah oui. Tu dois avoir les noms navis, je dois avoir les noms français. C'est ça, les noms humains, je sais pas. Oui, c'est apparemment ce que on a compris, la monture des chefs. Ouais. C'est plus que le chef qui monte dessus. Les chefs Medcaïna, donc c'est une espèce de poisson volant. Et celui-ci, apparemment, d'après Pandorapédia, il a des branchies et des poumons. Et ça, donc pour quand il est dans l'eau et quand il est au-dessus de l'eau. Et ça, c'est une adaptation qu'on retrouve, enfin une adaptation, c'est un trait qu'on retrouve chez les dipneustes sur Terre, des poissons d'Amérique du Sud, d'Australie ou d'Afrique. Et donc c'est un exemple d'adaptation qu'ils ont ressorti des écosystèmes terrestres. Il y a également l'Akula, donc ça c'est le gros prédateur. Oui, je l'avais noté aussi, ouais. Bah du coup lui c'est, enfin ils en parlent comme le plus gros prédateur des mers de Pandora. Okay. Donc pour situer, c'est l'espèce de gros poisson style requin, poisson carnassier qui essaye de manger Loak, donc un des fils de Jake Sully, juste avant qu'il se fasse secourir par son futur ami Tulkun. C'est ça. Et lui, il a vraiment la dégaine du prédateur par excellence, avec ses grandes dents, il est gros, il a des grosses plaques cuirassées. Pour citer Predator, il a pas une gueule de porte-bonheur. Donc là, par contre, je commence à dans les trucs qui font un peu moins sens enfin biologiquement en tout cas. L'Akula, il est censé nager très vite parce que c'est un prédateur, donc j'imagine qu'il faut bien qu'il attrape sa proie à un moment. Et il a pas de queue. Sa queue c'est une pointe et on se dit tout de suite ça doit pas être très efficace niveau vélocité. Effectivement, si on compare avec la queue des requins, oui. Ça n'a rien à voir quoi. C'est ça. Donc il y a eu quelques trucs comme ça. Par exemple sur Pandorapédia aussi, ils classifient les anémones dans les végétaux. Ah d'accord. Ce sont des choses qui arrivent, mais oui. Et le crabe dont je parlais tout à l'heure, le symbionte du nautile, ils l'ont classifié chez les insectes. Donc écoute, peut-être que la classification ne se fait pas pareil sur Pandora. À préciser, les crabes on les met où dans la philosophie? Dans les arthropodes. Ok. Donc ok, là enfin les insectes sont aussi des arthropodes, mais du coup c'est un embranchement plus bas où ils se séparent. C'est deux branches différentes. C'est ça. Mais voilà, dans les arthropodes, il y a plein de choses, dont les insectes, les arachnides, encore une fois, les araignées ne sont pas des insectes, et les crustacés parmi d'autres. Après, on retrouve aussi des formes un petit peu préhistoriques, j'ai envie de dire, par exemple l'ilou. Donc c'est c'est leur principal moyen de locomotion, si je peux appeler ça comme ça. Oui, c'est un petit peu l'équivalent des et ça y est, j'ai perdu le nom, de leur monture volante du premier film. J'ai plus le nom non plus. Vous nous le donnerez si vous l'avez. Ils ont un peu... alors, je pense que tu t'y connais plus que moi en forme préhistorique d'organismes. Ça dépend lesquels.
Mais moi, en tout cas, je m'y connais pas. Donc, si t'as le nom de ce à quoi ça ressemble... Oui, le Ilou, moi, quand j'avais fait des recherches, déjà, quand je le vois, il me fait beaucoup penser au plésiosaure. Pour situer le plésiosaure, l'exemple le plus connu, c'est ce à quoi ressemblerait potentiellement le monstre du Loch Ness s'il existait. C'est un peu la forme où tout le monde s'accorde à dire que ça ressemble à ça. C'est un reptile marin, voilà, avec... faut imaginer, en fait, un espèce de diplodocus sous l'eau, avec un long cou, et vous remplacez les pattes par des nageoires. Mais voilà, si vous tapez plésiosaure et vous mettez le Ilou à côté, vous verrez les similarités. J'avais vu aussi qu'il s'était inspiré de la Raimanta. Moi, ce qui m'a fait penser à la Raimanta, enfin pas vraiment à la Raimanta, mais en tout cas à Inri, c'est leur gill mantle. C'est l'organisme qu'ils utilisent pour respirer quand ils sont sous l'eau. Ce qui est d'ailleurs un petit peu facile. Ça, c'est un des trucs où quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah bah tiens, c'est pratique. Quand tu vois, tu te dis, ils ont quand même fait un espèce de bouteille d'oxygène, gilet de sauvetage pour spécialisé pour les navis, et c'est un être vivant, c'est quand même bien fait Pandora, mais ouais, c'est un peu bizarre. Voilà. Et au niveau de la faune et la flore, c'est un peu tout ce que j'avais. Il y a plein de choses à voir dans les nombreuses scènes du film où il y a de la plongée sous-marine. J'ai pas trouvé d'interview à ce sujet de James Cameron ou des membres de l'équipe, mais ça doit exister. Mais au vu de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment entourés de biologistes pour essayer de construire leur monde de manière un petit peu inspirée du réel et de prendre exemple sur des animaux de notre monde et d'essayer qu'il y ait une espèce de cohérence entre l'écosystème marin de Pandora et notre écosystème marin à nous. Effectivement, ouais. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses où j'ai vu et je me suis dit, ah tiens, ça, je reconnais. Comme dans le premier film, on retrouve des êtres vivants bioluminescents, comme les gill mantle dont tu parlais juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la bioluminescence et comment ça marche ? Ouais. Alors, la bioluminescence, c'est une réaction enzymatique entre la luciférine et la luciférase qui va libérer de la lumière, en gros, très simple. Ça se fait soit directement dans les organismes, soit en symbiose avec des bactéries bioluminescentes. Auquel cas, c'est l'hôte des bactéries, c'est l'organisme qu'on va pouvoir voir à l'œil nu, et ensuite il y a leurs symbiontes, les bactéries qui vont produire de la lumière. Et la bioluminescence, c'est utilisé à des fins de camouflage principalement. Étonnant. Quand on se dit pourquoi faire de la lumière pour être camouflé. C'est vrai. j'en ai parlé, on m'en a parlé il y a pas longtemps dans un cours où par exemple il y a des organismes un petit peu comme les requins où en fait il y a une stratégie qui est d'être plus foncé sur le dessus et plus clair sur le dessous pour pouvoir du coup quand on est repéré par un prédateur sur le dessus il y a le fond de l'eau qui est très sombre et on est quasi invisible, et quand on se fait repérer par le dessous il y a en fait la surface avec toute la lumière et du coup on est aussi quasi invisible. Et il y a des organismes bioluminescents qui localisent leur bioluminescence sur leur face ventrale. Enfin, même tactique, s'ils se font repérer par un organisme en dessous d'eux, ça peut être confondu avec, par exemple, la lune qui brille en dehors de l'eau. Tu as dit le mot enzymatique. Une enzyme, c'est une protéine qui a pour objectif de catalyser, donc d'accélérer ou de diminuer une réaction chimique. Globalement, c'est comme ça que ça marche. On visualise la bioluminescence dans les abysses. Je pense qu'un des exemples qui vient le plus en tête quand on parle de bioluminescence marine, c'est les baudroies avec leur petite lumière pour attirer les poissons. Je crois que c'est dans Nemo, il y a une scène terrifiante avec ça. C'est de la bioluminescence, ça, la petite loupette. Ouais, effectivement. J'y avais pas du tout pensé, je ne sais pas pourquoi, parce que effectivement, c'est souvent l'exemple qui vient en tête en premier, mais c'est de la bioluminescence. Et il me semble que pour le cas de la baudroie, mais je suis pas sûre, c'est des bactéries qui sont cultivées entre gros guillemets dans la petite ampoule. D'accord, la petite ampoule des baudroies. Ouais. Ok, donc on a un exemple, là tu parlais du camouflage, là c'est plutôt un exemple pour la chasse. Ouais. Piéger les... Là c'est un piège. Il y a un être vivant dont on n'a pas parlé et qui est très important dans le deuxième film. Tu l'as juste évoqué tout à l'heure, c'est les Tulkuns. Donc c'est des espèces de grosses baleines qui sont présentées comme des êtres sensibles, doués d'émotions et qui ont un lien très fort avec les navis. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Tulkuns, quelles sont leurs inspirations au-delà de la baleine? Absolument. Alors les Tulkuns, effectivement, c'est un organisme qui est beaucoup développé dans le film parce que ils ont une importance dans l'histoire. D'après ce que j'ai lu, c'est les seuls êtres qui sont doués de sensibilité, en tout cas de la faune et la flore marine de Pandora. Donc ça c'est quelque chose, je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de ça, mais soit. Faudrait être biologiste marin sur Pandora pour le vérifier, quoi. Absolument. J'aimerais bien.
j'enverrai mon CV. Et alors eux, ils utilisent quelque chose en tout cas que j'ai tiré du film, c'est que ils utilisent l'écolocalisation. Ils ont 2 espèces de grandes cornes sur leur tête qui sont sensibles aux vibrations et qui leur permettent de s'écolocaliser. Et sinon, j'ai aussi lu qu'il y avait un dimorphisme sexuel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans nos écosystèmes terrestres. Donc comme quoi le tulkun mâle aurait des cornes, des appendices d'écolocalisation plus grands et plus foncés que la femelle. Donc ça, c'est aussi marrant. Le truc que j'avais vu, c'est que ils ont imaginé la baleine, mais le mot qu'ils ont utilisé, c'est push, genre de voir la baleine si on l'avait poussée plus loin. Je sais pas s'ils parlaient d'évolution ou quoi. C'était les techniciens du film qui parlaient de ça. Ok. Voilà, c'est une espèce de vision futuriste de la baleine. C'est comme ça que je l'ai compris. En même temps, elle a 6 nageoires. Hein. Oui, effectivement, sur Terre, on n'a pas de mammifères ou de reptiles à 6 pattes, à ma connaissance. On réserve ça plutôt aux insectes, ou après plus de 6 pattes, c'est d'autres les arthropodes ou d'autres bestioles. Le seul truc que j'avais vu sur les tulkuns, encore une fois, c'est vraiment pour des raisons visuelles et techniques, où ils leur ont fait une nageoire très près de l'œil, ce qui n'a pas beaucoup de sens morphologiquement. Je suis pas un expert, mais ça m'a pas l'air très pertinent d'avoir une nageoire juste à côté de l'œil, très petite en plus. Mais ils ont fait ça pour que le personnage de Loak, donc qui se lie d'amitié avec un tulkun, puisse être juste devant son œil et qu'il puisse se parler, que la connexion se fasse naturellement et que visuellement ça rende quelque chose de sympa. Après il y a la question du lien que les tulkuns entretiennent avec les navis. Est-ce que tu pouvais nous parler de ça? On avait discuté longtemps de savoir si c'était une symbiose ou pas. Ouais. Je sais pas si ça peut être classé comme une symbiose, parce que c'est pas vraiment des fonctions vitales qui sont remplies par l'une et l'autre des espèces. Après, ils sont super copains et ça se trouve ça leur facilite la vie, donc on peut aussi voir ça comme une symbiose. Mais en tout cas sur le site, ils avaient utilisé le terme interspecies kinship, ce qui est en gros une relation fraternelle. Et du coup, je pense qu'on s'éloigne un peu de la symbiose par définition dans ce cas-là, ouais. Ouais, c'est plus une amitié une fraternité qu'une symbiose. Et c'est pas non plus des animaux de compagnie, parce qu'ils sont vraiment c'est pas la relation entre l'humain et le chien, par exemple, c'est pas la même chose, parce que c'est pas tout à fait d'égal à égal. Alors que là, les tulkuns et les navis, il y a un truc d'égal à égal quand même. Justement sur les tulkuns, alors on en a présenté un petit peu leur sensibilité. Les humains vont venir un petit peu perturber cette sensibilité. On a une grosse scène d'action dans le 2e film, une scène de chasse de tulkuns réalisée par les humains. Ils utilisent le canon à son pour séparer la mère du reste du groupe. Ils ciblent la mère parce que le petit est plus lent et que la mère ne le quittera pas. Il leur arrive de riposter? Non, je les ai jamais vus lever une nageoire. Ça n'empêche pas qu'ils sont très coriaces. Équipe sous-marine, go! Et là... C'est une scène assez violente en vrai vis-à-vis de ces animaux-là. Toi qui as une sensibilité particulière aux environnements marins, comment tu vis quand tu regardes cette scène? Comment tu vis cette scène? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu la regardes? Moi, c'est un moment qui m'a marqué. Alors, je me rappelle plus de la première fois où j'ai vu le film. Je sais que je suis allée le voir au cinéma, mais en tout cas, quand j'ai revu le film, c'est un moment où j'ai pleuré. Je pense que c'est une scène qui est faite pour choquer. Parce que il y a clairement une déshumanisation des chasseurs où il y a vraiment, ils ont pas l'air empathiques, c'est un peu des personnages exécrables, et en plus ils tuent la mère d'un oui voilà, c'est ça, c'est plus le côté sportif, et puis il y a vraiment ce point de vue où ils aiment ça, et ça les rend détestables. Ça m'a particulièrement marqué et particulièrement ému parce que ça fait écho à des techniques de chasse qui sont utilisées aujourd'hui plus ou moins similairement, et c'est vraiment un moment où j'avais beau être dans le film, je me disais c'est tout à fait applicable à ce qui se passe dans la mer aujourd'hui,
ouais. Est-ce qu'on utilise par exemple des systèmes pour perturber les colocations des baleines pour les chasser ou des choses comme ça? Je sais pas, moi ce que j'avais vu c'était que en fait c'est plus dans l'idée de la traque que j'ai associé ça à la chasse à la baleine où vraiment il traquait le Tulkun et pareil la chasse à la baleine, je suis pas une experte mais c'est aussi une traque de la baleine où on va lui envoyer des harpons jusqu'à ce qu'elle meure. Oui, ouais, c'est un peu plus Ce qui est particulièrement stupide quand on parle d'un Tulkun parce que si ils veulent récupérer une substance qui est dans le Tulkun, c'est un peu bête de l'abîmer avant de... certes, c'est vrai que oui, on l'a pas dit, mais là, les Tulkun, ils se servent de rien, alors peut-être de viande s'ils en ont besoin, mais ils vont chercher un bout de seringue, ils vont prélever un liquide dans le cerveau qui apparemment arrêterait le vieillissement humain. Je vous renvoie vers notre épisode qui vient de sortir sur The Substance où on parle de vieillissement, justement. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et du coup, voilà, ils vont venir chercher vraiment une toute petite partie et ils bousillent un être vivant de je sais pas combien de tonnes pour 3 litres de liquide, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de pêche que tu connais qui s'apparentent à ce qu'on voit dans le film, au-delà de la traque? Pas tant, je sais pas. Pas une experte de la pêche. En tout cas, moi, dans tout cas, j'ai jamais vu ça, on fait pas remonter les baleines en leur tirant un harpon avec un non, ballon ça m'a dessus. l'air un peu, ouais. Un peu nawak. Un peu technique. Un peu technique. Et puis moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est surtout le pauvre scientifique qui a aucune envie d'être là. Et ça se sent, et il est hyper, il fait de l'humour noir et il explique qu'il a aucune envie d'être là, quoi. Ouais. Je me retrouve un peu dans ce personnage, éventuellement dans le futur, à un moment. Je ne sais pas. Tu m'as fait une transition parfaite. On va justement parler de la place des scientifiques dans Avatar. Tu parlais au début des scientifiques comme donc c'est Grace Augustine, c'est le personnage de Sigourney Weaver dans le premier film qui revient sous une autre forme dans le deuxième, ou le personnage qui s'appelle Norm aussi, qui revient aussi dans le deuxième film sous forme d'Avatar. C'est des scientifiques donc qui respectent Pandora et les Na'vi et qui étudient les planètes. Ils apprennent même le langage Na'vi. Donc ça c'est une vision des scientifiques dans Avatar. Et dans le deuxième, donc tu parlais de ce biologiste marin qui est là sur le bateau pendant la chasse au Tulkun. Les autres scientifiques, donc il y a lui, mais on imagine qu'il y en a d'autres dans l'univers, qui sont là pour servir les volontés coloniales des militaires et des États qui sont derrière. Perrine, toi qui évolues dans le milieu de la recherche scientifique, comment est-ce que on se positionne quand on est scientifique entre son intérêt pour, en l'occurrence, le vivant, les écosystèmes, et des intérêts financiers de personnes qui peuvent financer nos recherches, d'utilité à cette recherche qui est faite au-delà de la connaissance? Ça, c'est un sujet qui me turlupine un petit peu. Donc, je suis pas vraiment encore dans le milieu de la recherche. Enfin, je suis pas dans le milieu académique en tout cas, pas en tant que chercheuse, juste étudiante. Mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter dans un monde où j'ai l'impression que les enjeux économiques sont toujours plus importants que les enjeux écologiques. Moi, j'ai pas du tout envie de faire de la recherche pour servir des questions financières et des questions d'exploitation de ressources. Et je pense que c'est aussi une question d'être en accord avec ses valeurs dans son travail et moi c'est vraiment très important pour moi. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui travailler pour des industries privées, ça peut aussi vouloir dire devoir orienter sa recherche en fonction de leurs besoins, de leurs demandes. Et moi je sais pas si c'est des choses que je suis prête à faire dans ma vie professionnelle. La deuxième question que j'avais sur ce sujet-là, c'est est-ce que pour toi la science et la recherche peuvent être engagées et est-ce qu'elles doivent être engagées? Alors ça c'est une question assez simple parce que je pense que oui, la science et la recherche peuvent et doivent être engagées. Moi il y a un concept qui me fait me poser plein de questions et c'est le concept de neutralité scientifique. Où la neutralité scientifique, en tout cas comme je l'entends et en m'appuyant sur ce que j'ai pu lire, c'est un concept qui statue que tes résultats ne devraient pas être biaisés par ton opinion. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui n'osent plus se positionner
et par rapport à leurs résultats. Donc on a des résultats qui montrent que la situation est compliquée, qu'on est dans une crise de la biodiversité et que le réchauffement climatique c'est pas des blagues. Et je pense que c'est hyper important en tant que scientifique de se positionner vis-à-vis de ça et de le dire haut et fort. Ça engage d'une certaine responsabilité même pour moi. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que l'économie passe avant l'écologie et la conservation, et que c'est compliqué dans la situation dans laquelle on est que ça continue à se passer comme ça, parce que c'est pas durable et c'est pas tenable. Revenons un peu sur Avatar. On parlait au début de cette émission du choix de l'écologie et des écosystèmes comme sujet. Est-ce que tu penses que ce genre de film il peut amener un certain éveil écologique, notamment chez les plus jeunes ? Je pense que oui. C'est une bonne représentation de tout ce dont on a parlé avant, en fait, l'équilibre des écosystèmes, l'exploitation des ressources et les impacts que ça a sur ces écosystèmes, etc. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Il y a c'est de la fiction qui peut sortir très facilement et qui peut dédramatiser en fait totalement des choses qui sont réelles et qui se passent dans nos océans aussi, et qui quand on va sortir de la salle de cinéma auquel on va plus penser du tout, alors que c'est vraiment quelque chose. Et je pense qu'aussi dans la continuité de ce que je viens de dire, il y a une vraie dualité entre ce qu'on va condamner dans le film et ce qu'on condamne après en sortant de la salle et en refaisant le lien avec la réalité. Et justement, quand on a préparé l'épisode, tu me disais que t'avais trouvé ça paradoxal de parler d'écologie avec un film aussi coûteux en ressources, en énergie, voilà, pour les effets spéciaux, on sait que ça prend énormément c'est très important en termes d'énergie dépensée. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée-là ? Ouais, bien sûr. Alors Avatar, c'est un film qui a coûté 460 millions de dollars. Donc ça fait beaucoup de millions de dollars. Pour le premier ou le deuxième ? Le deuxième. Ok. Avatar 2, ouais, seulement. Donc un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Et il y en a 5 en tout qui vont sortir. Alors lui, le projet, c'est d'en faire juste 5. Je sais pas s'il va aller au bout, mais en tout cas, c'est l'idée, ouais. Ouais, ça fait beaucoup d'argent pour des films. Oui. Mais oui, ça c'était mon propos. Moi, je pense que essayer de sortir de cette vision très économique de la société pour relier avec l'écologie, la conservation et la préservation du vivant, c'est aussi revoir nos modes de consommation et changer un petit peu de paradigme au niveau de l'économie. Et là, c'est vrai qu'aller voir un film à 460 millions d'euros qui traite d'écologie et de protection de la nature, c'est un petit peu paradoxal, et en tout cas, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, ouais. Et voilà, c'est quelque chose que vous pourrez avoir en tête quand vous irez voir le troisième volet intitulé De feu et de cendres, Fire and Ashes en anglais. Donc il est actuellement en salle au moment où vous écoutez ce podcast. Pour nous qui enregistrons, il n'est pas encore sorti. Mais toi, Perrine, est-ce que tu as hâte de découvrir ce nouveau volet et qu'est-ce que tu espères y voir ? Je vais peut-être te décevoir, mais je crois que je vais même pas aller le voir. Mais c'est tout à fait ton droit. Non, ouais, c'est un peu dans la continuité de ce que je viens de dire, où les blockbusters, c'est plus trop des choses qui me font rêver. Et surtout parce que moi, j'étais super contente d'aller voir celui sur les écosystèmes marins. Autant les navis des volcans m'importent peu. Oui, un peu moins intéressant. On pourra faire un autre épisode sur le 3. Voilà, on invitera peut-être quelqu'un d'intéressé par ces écosystèmes volcaniques. Regarde. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Pour finir, est-ce que, Perrine, tu aurais une recommandation d'une œuvre de science-fiction que tu aimerais nous partager, peut-être en dehors d'un blockbuster comme Avatar ? Donc ça peut être une œuvre en lien avec la biologie marine ou pas forcément. Moi je pense que je recommanderais La guerre des mondes de H.G. Wells, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps. Alors oui, effectivement, il y a un film, il me semble aussi. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a eu plusieurs adaptations, dont que j'ai pas vu. Tom Cruise, je crois. Du tout. Ouais.
Mais bon, après, moi, je suis un peu de la team, faut lire le livre avant de regarder le film, mais je sais que ça concerne pas tout le monde. Mais le livre, en tout cas, m'avait beaucoup plu, et c'est vraiment ce que je kiffe avec la science-fiction, c'est que ça te permet de sortir complètement de ta réalité, et ça, pour le coup, c'était un peu dystopique, mais ça m'a bien fait sortir de ma réalité, donc voilà. Un grand classique de la science-fiction, mais mine de rien qui commence à dater un peu, donc ça vaut toujours le coup de le reciter pour vous le conseiller. Quant à moi, je voulais vous parler d'un petit jeu. Alors moi j'ai joué sur PlayStation 4, mais je pense qu'il doit exister sous différents supports. Il s'appelle Abzu. Je sais pas si tu connais. C'est un petit jeu où vous êtes un plongeur qui explore les fonds marins. Et c'est très poétique. Il n'y a pas, pour l'instant là où j'en suis, il n'y a pas vraiment d'objectif précis. Au-delà d'ouvrir des portes et d'aller un peu plus loin, mais voilà, on croise beaucoup d'espèces différentes marines, on peut s'accrocher à elles pour faire un petit bout de chemin avec eux, et le but c'est vraiment d'explorer l'océan. Il y a une petite musique et tout, c'est vachement agréable. Je ne sais pas si c'est fidèle d'un point de vue phylogénétique avec les différentes espèces, mais de ce que je connais, ça avait l'air plutôt cohérent. Donc si t'as l'occasion de jouer à Abzu, c'est vachement sympa. Bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil. Pour revenir à Avatar, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien le découvrir très prochainement. Il y a un livre qui vient de sortir, parallèlement à la sortie du 3e, qui s'appelle Exploration culturelle et scientifique de Pandora. Donc c'est aux éditions Le Bélial, et c'est un groupe d'auteurs, je crois qu'il y en a 6 ou 7, des scientifiques surtout, qui consacrent chacun ou chacune plusieurs chapitres sur tel ou tel aspect de Pandora. Donc on a beaucoup parlé d'écosystèmes et de biologie marine, mais par exemple il y a un chapitre consacré à la langue des Na'vi, avec un linguiste qui nous explique comment a été construite la langue Na'vi dans l'univers d'Avatar. Donc voilà, on vous recommande ce livre-là qui vient de sortir il y a quelques semaines. Merci beaucoup Perrine d'être venue dans l'émission Pilule Rouge, c'était chouette. Bah merci à toi, ouais, ça m'a fait super plaisir. Eh ben ravi. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble de biologie marine autour d'une autre œuvre de science-fiction. Quand tu veux. Et vous, est-ce que vous préférez être un éco-terroriste Na'vi ou un colon capitaliste génocidaire humain ? Vous pouvez nous dire ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner et parler de l'émission autour de vous. Pour les actus autour du podcast, ça se passe sur le compte Instagram d'Indescience. Et n'oubliez pas que sans science, pas de fiction. À bientôt. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. Hasta la vista, baby. Je reviendrai. Je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.